Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale qui est donc ma participation aux Chroniques Croisées. Alors donc les Chroniques Croisées, pour expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas encore suivi l'histoire, eh bien c'est un projet qui a été lancé par le Métalleux du Soir et qui nous rassemble, c'est-à-dire Metal Braze, Enoch, Mathieu des Chroniques de Underground, le Métalleux du Soir et moi-même. Et en gros c'est un projet qui a pour but d'analyser un petit peu la perception que chacun a de la musique et notre façon de l'analyser, de la percevoir en fait, voilà. Donc pour ça, on a chacun donné un album à chroniquer pour tous les autres, et du coup ça nous fait, vu qu'on est 5, ça nous fait 4 albums à chroniquer chacun, puisqu'on ne chronique pas son propre album choisi. Et ensuite, Amaury, le Métalleux du Soir, en tirera les conclusions qu'il voudra, et il fera une vidéo conclusion. Aussi, je vous invite à regarder les participations de tous mes camarades, qui seront donc dans la description de la vidéo, et qui seront aussi en annotation de fin. Et surtout, donc, je vous inviterai à regarder la conclusion de tout ça, quoi. Donc je suis le dernier à participer, dans l'ordre... Ils ont déjà tous sorti leur vidéo, donc vous avez aucune excuse maintenant pour pas aller tout regarder, ok? On commence. Bon, et comme ils ont tous sorti donc leur vidéo, et ben je vais parler des albums dans l'ordre à lequel ils ont sorti leur vidéo. Donc on va commencer par le Métalleux du Soir lui-même qui a tenu à lancer les hostilités. Du coup, l'album que lui nous a conseillé, c'est Necroshine, un album d'Overkill qui est sorti en 1999. Overkill, pour vous parler un petit peu du background, je ne connais que très peu. Bon, je sais que c'est un groupe très culte, hein, de thrash américain des années 80 et tout ça, avec un côté toujours un peu groovy apparemment. Mais je connais moi surtout leur facette la plus récente, donc à partir de The Electric Age, et un petit peu les albums qui sont sortis, donc c'est quoi, c'était The Armory, c'était The Grinding Wheel, un truc comme ça. Je connais en gros cette période-là, pas du tout celle d'avant. Voilà, juste pour vous dire le background, pour savoir à peu près à partir de quoi je pars pour parler de cet album. Et du coup, Necroshine, c'est un album, moi, qui m'a surpris, parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je me faisais une idée, une image mentale du groupe. Moi, je m'attendais du coup à quelque chose de trash, un peu groovy, un peu rapide et tout, avec un côté un peu fun. Et là, je trouve qu'on a beaucoup plus d'influence, beaucoup plus d'écart que n'importe quel album de trash normal. Et au final, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus varié, à mon avis, beaucoup plus, ou tout un tas d'influences des années 90. Le fait qu'il soit sorti, à mon avis, en 99, fait qu'il a dû pas mal absorber toutes les évolutions, enfin un bon paquet d'évolutions qui se sont passées durant la décennie précédente. Et on est du coup plus du tout dans du trash classique typé 80. Là, à mon avis, c'est un album vraiment particulier dans la discographie du groupe. Je dis ça, encore une fois, j'ai pas écouté du tout les autres. Hein. Ce qu'il y a de remarquable un petit peu dans cet album, au final, c'est même pas les guitares. Les guitares, les riffs sont plutôt simplistes. Alors, il y en a des sympas, hein. Il y a des bonnes idées, et il y a des solos surtout. Alors, les solos sont souvent assez sympas, assez cool à écouter. Il y a un petit côté un petit peu rock'n'roll dedans. Mais... c'est pas non plus la batterie, parce que là, pour le coup, la batterie, je trouve qu'elle reste vraiment en retrait, elle se démarque à aucun moment de rien du tout, hyper classique, enfin, je veux dire, on va dire aucune créativité, aucune idée vraiment particulière, on va dire, elle joue le jeu et ça suffit, quoi. Par contre, la basse, très mise en avant, alors ça, on l'entend déjà dans les autres, encore, hein, je veux dire, on l'entend encore dans les autres morceaux de Overkill, mais la basse vraiment très mise en avant, très grondante, avec un son très métallique, grinçant, enfin je saurais pas comment le qualifier, mais en fait ça donne ce côté un petit peu moteur, en fait, ce côté un petit peu rock'n'roll justement. Et après ce qui se démarque vraiment particulièrement là pour le coup, c'est le chant, le chanteur donc Bobby Blitz, qui a aussi son timbre très particulier, mais qui là s'amuse beaucoup plus avec. On le sent, hein, ça s'entend dans l'album, il essaye des choses, il a des petites idées par-ci par-là, même si bon, on est d'accord, il fera jamais du chant clair tout à fait lyrique, ou ni du growl caverneux, hein. Mais du coup, ce qui m'a surtout interpellé dans cet album, au final, c'est les influences qu'il semble brasser, on va dire. Moi, en tout cas, alors c'est peut-être que moi, parce que je sais que j'ai l'habitude, on va dire, de reconnaître des influences et des visages et des ressemblances là où il n'y en a pas, enfin là où les autres n'en voient pas en tout cas. C'est peut-être un truc pour moi, mais personnellement, alors je me suis fait une petite liste. Par exemple, le titre Stone Cold Jesus, il sonne vachement Pantera, pour moi, dans les riffs, dans certains breaks. Revelation,
qui a des influences un peu métal moderne. Moi personnellement ça m'a un peu fait penser à du Machine Head, pas le Machine Head des débuts mais plutôt période un peu middle, bah, justement fin 90 début 2000. L'intro de Forked Tongue Kiss qui est très néo, pour le coup vraiment très néo. Ça ressemble beaucoup à un des riffs de Playmo, alors ça va en faire gueuler plein, j'en suis sûr et certain. Mais si vous écoutez voilà juste les quelques trucs d'intro, le petit riff d'intro, ça ressemble énormément à un certain riff de Playmo, je me rappelle plus lequel, peu importe. Et on a Blackline, qui lui pour le coup sonne vachement heavy avec des refrains, avec un refrain hyper entraîneur et qui donne envie un petit peu de chanter avec. Pour le coup, Blackline c'est le morceau que moi je retiens de l'album parce que justement c'est le plus efficace dans ce côté-là, dans ce côté heavy, un petit peu rassembleur, un peu entraînant quoi. Mais du coup, moi j'y vois un petit peu un cheminement similaire à celui de Metallica, à savoir donc un thrash metal très classique, très speed et tout au début, et au final, dans les années 90, un virage à 90 degrés pour s'orienter vers quelque chose de plus heavy, avec plus d'influence, de plus moderne et tout ça quoi. Alors au-delà de ça, c'est pas non plus un album mémorable du tout, hein, il est sympathique on va dire. Il est sympathique à écouter, hein, il est plutôt plaisant, il n'y a aucun souci, les morceaux sont plutôt efficaces, il y a des refrains qui sont très preneurs, hein. Moi dès le début de l'album j'étais plutôt content, même si c'est pas ce à quoi je m'attendais. Après c'est pas non plus l'album du siècle, c'est pas non plus un album qui restera dans les mémoires, je l'ai écouté quelques fois pour la chronique, je sais pas si je reviendrai dessus, c'est pas il me semble pas du tout indispensable, ni même nécessaire ou quoi que ce soit. Disons que c'est un bon moment, mais voilà, c'est pas un album sur lequel je reviendrai. Voilà. Le second album que je vais chroniquer, c'est celui proposé par Mathieu des Chroniques de Underground, qui nous a donné à chroniquer l'album de Dead Space, The Promise of Oblivion. Alors Dead Space pour le coup c'est un groupe que je connais pas du tout, même de nom, pour moi le nom bah, c'était un jeu vidéo mais Enoch a déjà fait la blague donc on va pas aller plus loin. Au vu du nom, moi je me serais attendu à quelque chose d'un petit peu futuriste, d'un petit peu technologique, un petit peu à la Mekina du coup, vu que ça a marqué tout le monde, ou quelque chose d'un peu indus, pourquoi pas, dans ces eaux-là, à la limite du death metal ou quoi que. Au final pas du tout, on est là face à un album de dépressif suicidal black metal, donc du black metal dépressif suicidaire, tout est joyeux. Donc c'est un genre que je connais assez peu, excepté quelques grands noms comme Shining et Forgotten Tomb. C'est pas un genre qui m'attire plus que ça, c'est pas un genre que j'écoute souvent. Voilà, donc vous avez mon background. Donc Dead Space c'est un groupe de black metal dépressif australien, bon ça n'a pas d'importance mais on le dit quand même, et cet album, qui est a priori leur premier, est sorti en 2015. Du coup, ça explique un petit peu la propreté du son et la netteté de la production, qui fait qu'on entend tout, qu'on distingue plutôt tous les instruments, qu'on n'a pas ce côté bouilli, saturé que le black metal a souvent, surtout dans des strates un petit peu obscures comme celle du DSBM par exemple. On a une musique qui est très intense, techniquement, donc la batterie elle est souvent en double pédale, c'est assez lourd comme musique, ce qui fait que moi j'y ai perçu un petit aspect un petit peu doomesque, mais ça c'est peut-être le genre qui fait ça. Cela dit, j'ai pas forcément une lourdeur que j'ai pas forcément vue dans Forgotten Tomb, Shining, même Silencer ou des choses comme ça, et qui m'a plu d'ailleurs, hein. Moi j'aime beaucoup ce côté-là, et du coup il y a un petit côté un peu mûr du son, avec des guitares qui sont très... qui font ce côté mûr, je ne saurais pas le dire autrement en fait, qui forment un genre de brouillard, un genre de brume assez compact, derrière laquelle on perçoit tous les passages mélodiques qu'on ressent presque plus qu'on ne les entend au final. Donc c'est quoi? C'est des trémolo picking assez lointains, très réverbés, des touches de piano, quelques petits samples par-ci par-là, très discrets, mais tout de même ils sont là. Et au final, c'est tout un ensemble très harmonieux qui fait une musique très cohérente en soi. L'intérêt de ces musiques-là, de toute façon, ce n'est pas forcément le côté technique, c'est beaucoup plus les émotions qui sont transmises. Alors le côté technique est parfait, il n'y a rien à dire, et c'est tout à fait plaisant parce que du coup ça ne rend pas l'écoute difficile. On va dire que même pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de musique-là, ça sera plus facile d'accès dans le sens où il n'y aura pas ce côté un peu rebutant qu'a le black metal habituellement. Parce que l'essentiel de l'idée, la vocation de l'idée, c'est de transmettre
des sentiments très négatifs en soi, dépressif, suicidal, tout est dans le nom quoi. Et du coup là, alors est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche? Alors de toute façon ça c'est à l'appréciation de chacun, hein, parce que quand on parle d'émotion, on peut pas faire vraiment une chronique objective, c'est certain, et de toute façon l'objectivité totale n'existe pas, et surtout pas quand on parle de sentiments, pardon. Moi mon ressenti c'est que la tristesse elle est bien là en fait, on la ressent bien, elle est très présente, elle est implacable, il y a une mélancolie qui s'insinue, on va dire, en nous, dans tout l'album, mais avec toujours une once de lumière, je trouve, quelque part. En fait, un fond très discret, très léger, une lueur d'espoir très lointaine, en fait. Un côté, dans les mélodies, hein, la plupart du temps, qui évoque une issue qui ne serait pas noire, en fait. Est-ce que la lumière, du coup, ça serait la mort, qui serait une délivrance, une libération pour l'esprit qui souffre? Musicalement, on a quelques interludes, quelques moments d'accalmie, qui sont des interludes assez belles, assez douces, et qui évoquent pour moi des influences, qui rappellent en tout cas des influences un peu shoegaze, presque post-rock. Alors c'est pas des gens que je connais très bien, mais en tout cas c'est ce que ça m'évoque. Plutôt une musique assez accessible, hein, vraiment, je vous le répète, même ceux qui n'écoutent pas de métal peuvent tomber là-dedans, hein, pour peu qu'ils écoutent un petit peu de rock ou de choses comme ça. Y a pas de souci, ça marche, hein. C'est pas très difficile d'écoute en fait. Et il y a toutes ces influences-là qui viennent s'ajouter, qui participent à ce côté justement-là. Disons qu'ils ne cherchent pas une attitude black metal à tout prix, ils cherchent pas à respecter, ils cherchent pas à se ranger dans une case ou quoi. Disons qu'on sent que la musique est faite pour passer des émotions, que c'est le but premier. Et du coup ça en sort une musique très sincère en fait. L'ensemble fait une musique très sincère et du coup qui nous parle, qui nous touche forcément. Alors, la façon dont elle vous touche, ça vous regardera. Moi personnellement, pour décrire un petit peu l'expérience que j'ai vécue face à cet album-là, c'est une musique sombre, c'est une musique triste, mais qui va me permettre, en tout cas à moi, d'extérioriser justement tout ce qu'il y a de sombre et de triste. Voilà. Et voilà, donc une musique qui touche de façon sincère, mais qui peut avoir un effet très cathartique, très sain en fait, très positif, aux grandes dames des fondateurs du genre, qui eux avaient vocation à vraiment vous plonger dans la dépression quoi. Hein. En tout cas voilà, donc un album de très bonne facture, donc une musique très intense avec les émotions qui sont présentes, une musique belle, hein. Au-delà de ça c'est vraiment beau comme musique, c'est vraiment... on se laisse envoûter dans un genre de nuage, et on passe au prochain. Le prochain album nous a été confié par Enoch, et il s'agit du groupe Ex Mortus et de l'album In Hatred's Flames, donc sorti en 2008. Donc c'est le premier album du groupe, un groupe américain, qui fait donc un genre de trash technique, un petit peu death mellow, avec pour moi des influences un peu heavy. Alors les influences heavy, elles se traduisent notamment dans la pochette, qui montre donc un genre de guerrier qui sort des flammes, avec ce côté très musculeux, très Conan, un peu fantasy, tout ça. Pour moi, ça évoque du coup une imagerie qui était beaucoup utilisée par une certaine scène heavy metal et trash metal des années 80. Et du coup, voilà, c'est à ça qu'on s'attend. On s'attend à un album qui va nous évoquer la guerre, qui va nous évoquer la bataille, qui va nous évoquer la force, qui va nous évoquer la chaleur aussi, qui aura ce côté brûlant, ce côté intense, hein, qui est évoqué par les flammes. Et coup de bol, et bah c'est ce qu'on a. Donc la pochette est vraiment très bien choisie par rapport à la musique, qui ça va à 200 à l'heure tout le temps, c'est hyper intense, c'est hyper... c'est pas bourrin, parce que c'est vraiment intense. Le terme exact, c'est intense. Donc en fait, l'album ne s'arrête jamais, en fait. Les riffs sont rapides tout le temps, il n'y a jamais de moment de pause, il n'y a jamais d'interlude. C'est un flow, en fait, continu de lave et de flammes. Voilà, c'est vraiment la meilleure image que je peux trouver. Les riffs donc, sont hyper furieux, donc riffs de trash un peu technique, hein, de toute façon c'est comme ça. Si on ajoute à ça le son des guitares, qui est hyper tranchant, qui a un son très particulier qu'on trouve pas forcément sur beaucoup d'albums, mais qui est vraiment, que moi j'adore en tout cas, c'est une sonorité qui me plaît beaucoup. Le chant qui est déchaîné, tout pareil. Alors seule la batterie qui reste un peu en retrait. C'est très endurant, on va dire, c'est très rapide, c'est une performance de muscles, on va dire. Mais ça ne crée pas grand chose en fait, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Il y a de la force, il y a de la vitesse, mais il n'y a pas beaucoup d'imagination. Grosso modo, on pourrait
craindre que tout l'album soit comme ça. Cela dit, non, les guitares, en tout cas vraiment je reviens là-dessus parce que la basse, encore une fois, elle est très secondaire hein, dans le genre de musique, elle est là on va dire, mais elle n'apporte pas de... Elle ne se démarque pas des guitares, les 3 quarts du temps elle appuie. Mais les guitares en fait sont, disons qu'ils se permettent des riffs assez balèzes, assez rapides et assez complexes, assez, comment dire, arrogant. Il y a un côté arrogant dans la musique, les trucs, mais il n'y a jamais ce côté lourd en fait, il n'y a jamais de lourdeur, il n'y a jamais de... Enfin, moi en tout cas je n'ai pas ressenti de moment de ras-le-bum. Je sais pas comment le groupe évite ça, d'ailleurs il ne l'évite pas complètement parce qu'il me semble que Mathieu justement n'avait pas forcément accroché à fond à cet album là pour ça. En tout cas moi je le trouve assez bien dosé, je me fais jamais chier dans cet album, il y a jamais un moment où je me dis oh c'est bon maintenant calmez-vous un peu. De toute façon, pour moi, quand on écoute ce genre de musique, pour moi, ce qu'on recherche, c'est un peu la démesure, quelque part. Pour moi, on a besoin que ça soit épique, que ça soit à fond tout le temps. En gros, c'est l'OST d'un combat de boss gigantesque. Pour moi, c'est complètement ça. C'est une musique qui fait musique de jeu vidéo, hein, ça c'est clair et net. Le côté hyper guerrier, le côté rapide, le côté... Pour moi, ça fonctionne comme ça, et il n'y a jamais trop de ras-le-bol. L'album est pas trop long, et c'est un bon moment que je passe, en fait, avec cet album-là. Bon, cela dit, j'ai dit que la voix était déchaînée, c'est-à-dire on l'oublie assez vite dans les morceaux, elle passe assez vite en second plan, après... En fait, vraiment, l'élément principal, c'est les guitares, et tout ce qui passe derrière, bah, on le remarque pas forcément. Moi, c'est un petit peu le même ressenti que j'ai quand j'écoute la musique d'Allegaon, putain, ce côté où c'est les guitares qu'on suit, qu'on écoute, et le reste passe un petit peu à la trappe, c'est pas vraiment de moment de bravoure ou quoi. Cela dit, on a aussi un petit morceau qui s'appelle Onslaught, qui est certainement une référence, hein, un hommage au groupe Onslaught que je vous conseille d'aller écouter. Et quelque part, c'est pas faux qu'on retrouve pas mal ces influences-là de trash hyper speed, hyper vénère et tout. Et du coup, bah, si vous aimez la vitesse, si vous aimez les riffs de trash très furieux, une musique vraiment intense, brûlante et épique, et ben je vous conseille cet album, il fait très bien le taf. Alors je n'ai écouté que celui-là, de la discographie du groupe, il y a que celui-là que j'ai écouté. Il me plaît beaucoup, personnellement je l'achèterai peut-être, c'est pas impossible parce que bah, j'y reviendrai, ça c'est sûr et certain. En tout cas j'ai beaucoup aimé l'écoute de cet album. J'ai passé un très bon moment et voilà, je vous conseille d'essayer, de toute façon vous risquez pas grand chose. Et vous vous sentirez un petit peu guerrier. Voilà. Le dernier album du coup à chroniquer qui nous a été donné par Metal Braze, c'est un album du coup que je connais déjà. Pour le coup, un album que je connais même pas bien, mais que je connais en tout cas. Et il s'agit de Burzum, l'album Philosophem. Alors du coup, pour vous raconter un peu mon background par rapport à Burzum et surtout Philosophem, c'est le seul album que je connais de Burzum avec l'album Fallen. Il y en a deux, Fallen et celui-là. J'ai jamais écouté les autres. Pour vous dire un petit peu, moi, la première oreille que j'ai posée sur Philosophem, c'est le premier groupe de black metal que j'ai écouté. Et c'était à l'époque où j'étais à fond dans le néo, où je découvrais, on va dire, le métal avec le néo, où moi j'aimais bien les prods bien lourdes, les grosses guitares bien graves, bien saturées, avec... pas bien saturées, mais... avec ce côté un petit peu urbain et tout ça, moi c'est ça qui me plaisait à l'époque. Alors du coup, vous imaginez bien que quand j'ai écouté Philosophem, avec sa prod Lofi et ses riffs lancinants et tout ça, bah forcément à l'époque j'ai trouvé ça complètement merdique. Mais entre temps, donc j'ai pris le temps d'explorer un petit peu toutes les chapelles du métal, d'en comprendre les codes, d'en comprendre les délires et tout ça, de faire un tour d'horizon de tout ça. Et je suis retombé un jour sur Philosophem, et autant vous dire à ce moment-là que j'ai plus du tout trouvé ça merdique. Je me rends compte en le disant que je n'ai dit que du bien de tous les albums qui m'ont été donnés à chroniquer, et comme quoi je suis un public plutôt facile. Enfin bref, bon, c'était une petite parenthèse. Alors du coup, Burzum, donc c'est le groupe de Varg Vikernes, tout le monde sait ça, et l'album Philosophem, il est assez particulier. Il est sorti en 96, hein, donc en pleine apogée de la scène black metal norvégienne, c'est-à-dire entre 94 et 97, grosso modo, c'est l'âge d'or, on va dire, du black metal norvégien. Et voilà, donc je n'ai écouté ni ce qu'il y avait avant, ni ce qu'il y avait après. Donc on a une musique qui est très froide, en fait, avec des riffs très lancinants, qui se répètent beaucoup, qui sont... alors un côté hyper lofi, hyper sale. Il faut avouer que ça donne quand même une certaine patte, un certain charme à ces albums-là, et notamment à celui-là. Parce que celui-là, donc c'est pas un simple album de black metal, on va dire classique, il est
il paraît distant en fait, et il y a ces notes de clavier qui ajoutent quelque chose d'étrange. Voilà, c'est un album qui est froid, à la fois lointain et à la fois étrange, donc vraiment pas facile à aborder, surtout quand j'étais fan de Neo. Enfin, pour le petit fan de Neo que j'étais, un mec qui n'est pas amateur de black metal ne pourra pas aimer cet album, qui est beaucoup trop distant, beaucoup trop particulier, et je pense que c'est un petit peu aussi le but recherché, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui ne s'adresse pas au plus grand nombre. C'est pas une musique qui est faite pour tout le monde, ça c'est clair. Du coup, on a des riffs lancinants, on a une batterie qui n'a aucun intérêt. C'est à peu près pareil pour la basse. Pareil, enfin, en fait, c'est très curieux parce que c'est un album qui pourrait paraître ennuyeux comme la mort, mais qui réussit à trouver ce petit truc, ce petit je ne sais quoi, qui est difficile à définir, qui arrive à garder son attention à l'album et qui arrive à faire trouver un certain intérêt. Il y a une certaine magie autour de cet album, un côté un petit peu mystique qui nous emmène, sans qu'on en prenne conscience, dans des strates un petit peu plus spirituelles et un peu plus obscures en fait. Et tout le monde connaît le fameux morceau de 25 minutes avec 3 boucles de clavier qui se répètent pendant 25 minutes. Beaucoup ont trouvé ça chiant, ce que je peux complètement comprendre, mais moi je l'ai trouvé hypnotisant, complètement hypnotisant. Je me suis pas ennuyé en l'écoutant, mais je me suis endormi, vraiment. Alors que j'étais à ce bureau en train de dessiner sur ma table et en train d'écrire cette chronique là que je suis en train de vous dire en écoutant l'album, et je me suis endormi littéralement en dessinant quoi. Donc il y a ce côté hypnose, à mon avis c'est le but recherché. On dirait en fait un petit peu le pote que je ne sais pas si vous l'avez eu, mais moi je l'ai eu, qui nous disait ouais tu sais que tu peux partir dans du sommeil conscient, des trucs comme ça, et qui essaie de nous donner des techniques pour planer le plus possible. Et bien j'ai l'impression que ce morceau c'est un peu ça en fait, c'est Varg Vikernes qui cherche à nous faire planer et à nous faire partir dans une réalité parallèle. Et pour moi en tout cas ça a fonctionné parce que du coup je me suis complètement laissé emporter par ce genre de mélodie très curieuse, et je me suis vu, disons, au fond d'une grotte, dans le noir, une grotte en pierre froide, avec la mélodie des gouttes qui tombent, voilà. Des gouttes qui tombent sur la pierre. C'est cet effet que ça m'a fait, et l'impression en fait de regarder et d'écouter inlassablement ces gouttes tomber sur la pierre, et de ne voir que cette réalité-là, enfin, quelque chose d'un petit peu métaphysique, que j'aurais l'air con si j'essaye de détailler ici, parce que c'est pas... voilà. Donc un album qui est beaucoup plus spirituel que musical en soi, parce que bon, si on cherche à l'analyser froidement pour ses qualités musicales, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas grand chose qui... Disons que voilà, je ne saurais pas le chroniquer pour un objet purement musical. Pour moi, ce qu'il faut chroniquer, enfin ce qu'on peut en analyser, c'est l'expérience qu'il procure. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir celui-là. Au final, un album qui m'a plu. Encore une fois, un album que je réécouterai, donc que je connaissais déjà et qui me plaisait déjà, mais voilà. Un album qui me plaît, que je réécouterai, que j'essaierai de me procurer en physique. Je peux pas le conseiller décemment à tout le monde, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui verraient ma chronique et qui se diraient « Eh tiens, on pourrait aller essayer de l'écouter, si Aristide dit que c'est bien, si Reset Metal dit que c'est bien, ça doit être bien », beaucoup d'entre vous pourraient être complètement déçus par ça, donc je peux pas forcément le conseiller à tout le monde, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde en fait. Ça s'adresse à, disons, une partie d'entre vous, et surtout une partie de vous-même en fait, que vous n'êtes pas forcément disposé à laisser s'exprimer. Je termine cette vidéo en remerciant donc le métalleux du soir, en remerciant aussi tous mes comparses pour leur participation et tout ça. J'attends donc la conclusion de métalleux du soir. Je vous encourage, vous, à aller regarder les chroniques, et surtout à vous abonner à leur chaîne aussi, parce qu'ils méritent du soutien, ces gars-là, ils sont bien. De Metal Braze, de Denioc Metal, de Mathieu des Chroniques de l'Underground, et du métalleux du soir. Donc je vous invite à aller regarder leurs vidéos, sans quoi le projet des Chroniques Croisées ne sera pas complet, si vous regardez pas toutes les vidéos, et comme ça vous pourrez un peu voir ce que les autres ont pensé de l'album que moi je leur ai donné, parce que moi ça m'intéresse aussi. Enfin voilà, j'espère que le projet vous aura plu. J'attends avec impatience la conclusion du métalleux du soir, et j'espère que vous l'attendez aussi. On se revoit quant à nous très bientôt pour tout un tas d'autres vidéos, je vous en parle pas ici, mais ça arrivera bientôt. Voilà. A plus.